Grande nouvelle, retrouvez-nous le lundi 11 novembre à Moulins dans l'Allier pour la Woovians, une convention 100% Doctor Who. Au programme de cette journée, du cosplay, des ateliers d'écriture en gallifréen, des goodies et plein d'autres surprises qui nous attendent. Quant à nous, nous aurons pour la toute première fois notre propre stand où nous vous proposerons des quiz, des sondages, voire même des interviews dans le cadre de nos différentes émissions. On est super content de participer et on a trop hâte de vous rencontrer. Et d'ici là, vous retrouverez toutes les infos pour vous inscrire en description. Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Non, pas de scanographie, on recule. Un geste brusque et je nous désintègre tous. Tardis bang bang, Dalek boom. Bien, brave petit. Votre vaisseau est plutôt délabré. Il est en bout de course, comme vous. La dernière fois qu'on s'est croisés, vous étiez déjà en piteux état. Bon pour la casse. Un vaisseau à tenir bon. Et vous avez remonté le temps, cabossé, endommagé. En fin de saison 4, un soi-disant génocide et au 3e épisode de la saison suivante, les revoilà déjà, les Daleks. Un épisode où le docteur décide d'aller au front tout seul en laissant Amy face à une autre guerre avec un personnage historique. C'est donc le premier voyage dans le passé de Amy, premier voyage dans le passé d'une compagne, 3e épisode de la saison, épisode scénarisé par Mac Gatiss. Ne pourrait-on pas y voir une certaine comparaison ? Ne me cherchez pas, je suis du genre soupe au lait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui au 3e épisode de la saison 5, La victoire des Daleks, titre original Victory of the Daleks. Diffusé le 17 avril 2010, il est écrit par Mac Gatiss Il est écrit par Mark Gatiss et réalisé par Andrew Gunn. Pour cet épisode, je suis entouré de Eden, Mireille et Bob, côté Néo-Woovian, Salut. Salut. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et de Doraline et Pierre, côté Woovian. Salut. Hello. Salut. Alors, ouais, j'ai pas fait le démat parce que c'est un épisode historique, alors je change. Avant de se lancer sur le mot, je voulais passer un avis que Anto nous a envoyé, mais juste après l'enregistrement du précédent épisode, donc c'était sur le précédent. Mais sachant qu'il revient encore sur même celui d'avant, je voulais le diffuser. Salut la team, je voulais revenir rapidement sur le titre du précédent épisode du moins sur Prime, la 11e heure. Moi j'ai toujours compris que cet épisode s'appelait la 11e heure parce qu'il s'agissait du 11e docteur. Dans votre discussion vous avez éclairci un peu tout ça, enfin je sais pas ce que vous pensez de mon explication mais c'est vraiment comme ça que je l'ai toujours compris. Pour cet épisode, je me souvenais du twist de la baleine et aussi des mannequins. Je trouve que ces automates sont géniaux, ils ont tous 3 émotions et pourtant d'après ce qu'on voit, leur tête n'a que 2 faces donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et bonjour l'angoisse au moment où il commence à se lever et à attaquer le docteur, j'adore. Cet épisode m'a donc pas beaucoup marqué. Je sais pas si vous allez voir comme un épisode de respiration aussitôt dans une saison. Je trouve que l'idée était super bonne, mais elle aurait peut-être pu être mieux amenée, mieux mise en scène. J'ai adoré le personnage de Liz 10, je la trouve très charismatique, elle joue super bien, j'adore. Je suppose que cet épisode a été créé pour nous montrer comment Amy fonctionne et fonctionnera dans le futur. Voilà, ça aurait été très rapide, mais c'est peut-être pas plus mal, comme j'ai pas grand chose à en dire. J'ai trouvé dommage juste les automates, que ça a été gâché. J'ai adoré ce concept, et en même temps, j'ai l'impression que ça aurait pu aller plus loin, que ça aurait peut-être pu être plus angoissant. Je sais pas. Mais la vraie question est, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, sans tous les indices d'Amy, bien entendu? Mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si on enlève tous les indices que Amy s'est remémoré à la fin de l'épisode? Ensuite, pour parler du teaser, sans spoiler au cas où vous ne l'auriez pas vu, Bob, je suis tellement désolé. Bisous! Alors, donc du coup, il y a eu plusieurs questions. Merci Anto, déjà. Il y a eu plusieurs questions. Donc la première, c'était par rapport à la 11e heure. Je sais plus si ça, on en avait parlé. Oui, si, on en avait parlé. On en avait peut-être parlé au précédent, enfin à la dernière émission, pas à celle de la 11e heure, du coup. Non, ça faisait Si, partie me d'une semble, anecdote. c'était des anecdotes, ouais. Ah ok, bon bah d'accord. Et du coup, l'autre question, ça c'est très intéressant de le savoir, c'est comment
Vous auriez réagi si vous n'aviez pas eu tous les indices de Amy? Est-ce que, si vous aviez été le docteur, c'est horrible ce que je vais vous demander. Est-ce que, si vous aviez été le docteur, est-ce que vous auriez, entre guillemets, tué la baleine ou tué les humains? Voilà, en gros. C'est tellement une question dure, en vrai, parce que tu sais jamais comment tu peux réagir. D'un côté, tu te dis, la baleine, en fait, elle souffre depuis 300 ans, tu veux la libérer. Et après, tu te dis, mais si je la libère, en fait, c'est tous les humains et je sais plus combien il y en avait dans le vaisseau. Mais voilà, c'est vraiment compliqué et je n'aurai pas de réponse à cette question, pour de vrai. Je suis désolée. Mireille? Je sais pas s'il y a du suspense pour ma réponse. Je sais pas. Vu ce que j'ai dit dans le précédent épisode. Non, je rigole. En vrai, c'est impossible de savoir parce que... Inch'Allah, je me retrouverai jamais dans cette situation. Doraline, Pierre, vous avez un avis à donner? Moi, je vais faire la réponse à la con et facile. C'est en tant que docteur, j'aurais jamais pris Amy avec moi, donc potentiellement, je ne serais jamais arrivée à cette époque, à cet endroit. Voilà. D'accord. Pierre? Depuis 2 minutes, je suis faire dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Donc, moi, je sauve tout le monde. Tu sauves tout le monde, comment? C'est pas possible, mais je m'en fous, je trouve une solution quand même. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est horrible. Franchement, je suis pas capable... C'est comme je dis souvent, tant qu'on se trouve pas dans... On peut très bien dire, là, assis devant le micro, si je me trouve dans la situation, je fais ça. Mais au final, en se trouvant dans cette situation-là, dans la réalité, tu ferais pas forcément ce que tu penses que tu vas faire. Je vais compléter un peu ma réponse. Je pense que c'est très triste ce que je vais dire, mais la solution que le docteur avait proposée était, entre guillemets, une bonne alternative entre les deux, parce qu'en fait, ça faisait que la baleine arrêtait de souffrir et les humains étaient sauvés. Mais par contre, la baleine allait être dans un état végétatif. Donc, est-ce que c'était vraiment la meilleure des solutions? Je ne sais pas, mais c'était déjà un peu un entre-deux entre eux, comme... Je ne sais pas. Bob? Si j'avais été ou si j'aurais été, je sais pas comment on dit, à la place du docteur, je serais remonté dans mon TARDIS pour avoir aucune mort sur la conscience. Très bien. D'accord. Allez. On va passer donc à l'épisode. Et du coup, pour ce retour des Daleks, j'écoute tout de suite votre mot. Et nous avons tous hâte de connaître celui de Bob, du coup. Eh bien, le mien, ce sera le glow-up des Daleks. Ou le ravalement de façade des Daleks. À vous de choisir. Eden? Moi, je vais rester dans le thème des Daleks parce que je vais dire couleur. Mireille? Ça, c'est fait. Je viens de comprendre. Ça fait 4 mots, Doraline? Et pour continuer sur le thème Dalek et couleurs, mon mot, ce sera... Go, go, Power Rangers! Merci. La Dream Team. Pierre? J'aime beaucoup trop. Moi, ce sera biscuit. Hein? On a perdu. Tu veux pourquoi déjà ou je le dirai plus tard? Je crois que j'ai compris, mais ça me fait rire. Très bien, on écoute le résumé. Suite au coup de téléphone de Churchill au docteur, ce dernier et Amy atterrissent en pleine Seconde Guerre mondiale. Bon, avec 1 mois de retard, ils étaient pas si loin et le docteur a déjà bien fait pire. Churchill est super fier de lui présenter leur toute nouvelle arme de destruction massive, invention du professeur Bracewell, les hommes de fer. Bon, ça n'a clairement d'hommes que de nom, puisqu'on est en vérité face à des Daleks. Que puis-je faire pour vous servir? Ah, pas maintenant, tu vois bien que je suis occupé. Le docteur va donc passer une partie de l'épisode à faire comprendre que non, ce ne sont pas une invention humaine, mais une race extraterrestre dénuée de toute sympathie. Et à force de leur taper dessus et de gueuler, ce qui devait arriver arriva. Le docteur les réveille en hurlant la phrase magique « Je suis le docteur et vous êtes des Daleks ». Car oui, leur but était de géolocaliser le docteur, et les Daleks transmettent donc l'information jusqu'à leur vaisseau mère. Comment puis-je vous aider? Chut, attends, c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on découvre que le professeur Bracewell n'a pas du tout inventé les Daleks,
mais que les Daleks ont inventé le professeur. Oh waouh! Et là, attention, voilà le plan machiavélique. Les Daleks n'étaient plus reconnus par leurs progéniteurs comme étant des Daleks, et il fallait donc faire venir le docteur pour qu'il les reconnaisse. C'est là qu'ils ont donc imaginé tout ce plan un peu chelou de créer le prof pour rejoindre l'armée britannique. Et les petits malins n'en ont pas terminé. Pour détruire Londres, ils allument toutes les lumières pour que la ville devienne une cible facile des bombardiers allemands. Et pendant ce temps-là, il y a 5 Daleks nouvelle génération qui sont pondus aux couleurs des Power Rangers. Voulez-vous une tasse de thé? Mais laisse-moi tranquille, tu vois bien que je raconte le boxon que vous avez foutu pendant le Blitz. Bref, pour se sortir de ce merdier, Amy propose de se servir du professeur pour riposter. Car grâce à son génie, ils parviennent à attaquer le vaisseau Dalek, mais ces derniers contre-attaquent, comme l'Empire, en annonçant que Bracewell est une bombe sur pattes. Objectif maintenant, convaincre Bracewell qu'il est humain afin d'éteindre sa propre bombe. Grâce à Amy, ça fonctionne. Mais pendant ce temps, évidemment, les Daleks se sont barrés. Mais bon, au moins, Londres est encore debout. Tout est bien qui finit bien, sauf qu'Amy n'a étrangement aucun souvenir d'avoir déjà vu des Daleks. Et ça, c'est quand même bien chelou. Comment puis-je vous aider? Mais t'arrêtes, oui? Je vais vous exterminer. Ah merde. Et voilà pour le résumé de l'épisode. Merci Adèle qui devait être là avec nous, mais malheureusement qui n'a pas pu être là pour l'enregistrement. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé, pardon? Il est incroyable, oui. tout simplement. Bob? J'avais pas compris par le passé que toutes les images de Dalek mouillé n'étaient que des photomontages pour cacher la servitude qu'a mise en place Adèle sur Dalek mouillé. Mireille? Non, c'est juste que j'ai cru qu'il y avait un ta gueule qui allait sortir. Ah, moi mais non, aussi. c'est juste t'arrêtes. Je t'avoue, moi aussi, j'ai eu un doute sur le coup. Très bien. Et ben pour votre ressenti global sur cet épisode, et je continue de commencer par Bob. Eh ben écoute, franchement l'épisode plutôt bon, hein, sauf la partie Dalek où c'était plutôt nul. D'accord. Eden? Eh ben, c'est un épisode que, encore une fois, j'ai adoré. J'ai adoré le côté historique, même si je pense qu'il y a des petits trucs qui ont été inventés, que tout n'est pas vrai, hein, attention. Oh. Et j'ai... Ouais, comme d'hab, on nous ment. Le docteur existe avec pas. Doctor Who. C'est pas possible, hein. Faut que ça cesse. Ah, mais ils sont irrécupérables. J'ai beaucoup aimé, même si de base j'aime pas les Daleks, pour une fois, même si c'est pas mes personnages préférés, j'ai bien aimé leur story dans cet épisode, dans le sens où d'abord ils essayent pour une fois d'être gentils, puis après ils se rendent compte qu'en fait non, c'était vraiment le plan diabolique. Et après j'ai beaucoup trop kiffé l'allure des nouveaux Daleks. J'étais là, ils sont trop beaux, je les adore. Voilà. Mireille? J'ai pas détesté l'épisode, mais je l'ai pas adoré. La Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est une période de l'histoire que j'adore étudier. J'aime beaucoup lire des histoires dessus et tout. Mais les Daleks, voilà. Comme d'habitude, j'ai pas été convaincue. Je trouve que c'est toujours la même rengaine. Ils sont censés être morts, et puis il y en a un qui survit et qui se démerde pour se reproduire, et puis blabla. Et enfin, c'est lourd, quoi. Toutes les saisons, c'est la même histoire. D'où mon mot, d'ailleurs, ça c'est fait. Je me dis, ok, bon, épisode 3, on devrait être tranquille pour le reste de la saison. Donc du coup, je trouve ça dommage, en fait, parce que j'adore la période qui est abordée. J'adore que Churchill soit représenté. Mais le fait qu'il y ait les Daleks, pour moi, ça gâche tout. Très bien. Doraline? Eh ben, moi, c'est un épisode que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé jusqu'à ce qu'en fait les Daleks retrouvent leur état d'origine. Je me souvenais plus que ça arrivait aussi vite dans l'épisode, et de mémoire, j'avais plutôt bien aimé tout ce qui est le délire avec la tasse de thé, les Daleks en tant que serviteurs, et pour le coup en tant qu'arme pour les humains. Je trouvais ça intéressant, et j'aurais bien aimé que ça aille plus loin. Et du coup, au moment où je me suis aperçue que ça se stoppait aussi rapidement, j'étais très déçue. J'ai pas été très fan de la team Power Ranger.
Et je suis un peu comme Mireille, où là, on repart, je suis d'accord avec elle, on repart sur l'éternel délire des Daleks, de vouloir tuer tout le monde, et puis tout le monde pensait qu'on était mort, et au final, on revient plus fort et plus coloré que jamais. Plus fort et plus coloré que jamais. Pierre. Bah oui, mais c'est un peu le principe des Daleks. On sait bien qu'ils, comme le disait Bob, on sait bien qu'ils vont revenir dans la saison, on sait bien qu'ils vont être là, ça va toujours être plus ou moins la même histoire. Là, au contraire, c'était le fait qu'au début, ils soient des serviteurs des êtres humains qui pouvaient être surprenants. Et c'est ça que t'as bien aimé, du coup. Oui, et du coup, c'est au moment où ils reprennent leur mission de base que j'ai trouvé dommage. Non, mais fallait forcément que ça arrive. Non. Ils étaient très bons en serveur de tasse de thé, écoute. Je serai intransigeante. Non. C'est un non. Refuse. Et sinon, sur mon avis, bah oui, évidemment, épisode historique, épisode sur la Seconde Guerre mondiale. Même si au final la Seconde Guerre mondiale est plus là en fond que vraiment prenante, parce qu'on voit plus l'intérieur, on est à l'abri ou on est dans Londres, mais on voit pas forcément énormément de combats. Et c'est peut-être ça qui m'a manqué, le fait que ça aurait été marrant pour le coup que les Daleks dans un premier temps soient combattants côté humain et qui basculent en cours de route. Très bien. Donc bien, mais peut mieux faire. D'accord. Bien, mais peut mieux faire. Salut les retardos. Je viens donner mon avis. Je vous fais une petite capsule. Concernant l'épisode, j'ai eu un premier bug. J'avais envie de le baffer. Mais what? Que du positif sur cet épisode, vraiment. J'adore la série Doctor Who. Voilà. Bon enregistrement. Alors, dans les avis, j'en ai reçu 2. J'ai eu un avis de Tilly. J'ai adoré l'épisode et j'ai hâte de voir la suite. Voilà. Et j'ai l'avis de Pandora. Mais je ne vous ferai pas l'affront de faire son accent. Voilà, qui est tellement chantant, je serais incapable de le refaire. Donc je vais vous le lire avec ma propre voix. Car elle n'a pas pu nous envoyer un vocal. Bonjour la team Retardis, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que rien que ça, vous l'avez entendu. Me revoilà, pas de vocal cette fois. Désolé, j'ai encore une sale voix tout enrouée. Alors c'est parti pour mon avis sur l'épisode La Victoire des Daleks. J'ai beaucoup aimé, même si ma première réaction a été « Oh non, encore des Daleks », mais ils n'étaient pas exterminés, eux. Bah non, la preuve. Les revoilà en version arme de destruction massive pour les humains. Malgré cette première impression, j'ai regardé l'épisode et finalement, j'ai bien aimé. Déjà, le contexte historique avec Winston Churchill en personne qui téléphone au docteur, j'adore ce côté totalement blasé du docteur quand Amy Pond prend l'appel. Oui, c'est le Premier ministre, mais lequel? Bah oui, il les connaît tous, sois plus précise, non mais oh. Nouveau voyage dans le temps foireux avec le TARDIS qui atterrit 1 mois après le coup de téléphone. Il n'est vraiment pas doué, ce docteur. Second point positif, cet épisode m'a fait voyager dans d'autres univers. À un moment, je me suis cru dans Independence Day, quand la flotte anglaise se met à attaquer le vaisseau Dalek. Le bruitage, les images, je m'y suis cru. Puis, quand les Daleks colorés sont sortis de la boîte régénératrice, j'ai cru que j'avais atterri dans Power Rangers. D'ailleurs, je me suis demandé si leur couleur avait une signification précise. En tout cas, ils étaient beaux les Daleks 2.0. Je trouve le personnage d'Amy de plus en plus attachant. Cette façon qu'elle a d'intervenir pour désamorcer la bombe à l'intérieur du cyborg Bracewell, pleine de douceur et d'empathie, j'ai adoré cette scène. En revanche, j'ai un souci de temporalité. À ce moment de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire au moment de la Seconde Guerre mondiale, le clone du docteur de Tennant n'a pas encore exterminé les Daleks. Alors pourquoi l'actuel docteur affirme que si? Ce n'est pas encore arrivé pour moi. Ensuite, le fait qu'Amy ne se souvienne plus des Daleks, ça m'intrigue vraiment. Ça, plus la fissure qui réapparaît à la fin de l'épisode, ça me donne vraiment envie de connaître la suite. Voilà, à plus la team Retardis. Merci pour ton avis. Merci pour ton avis, Pandora. Bah oui, merci. Je suis en pleine réflexion parce que elle dit que il y a un passage avec David Tennant qui est pas déjà arrivé, mais que Amy, elle devrait quand même se rappeler d'avoir vu les Daleks. Du coup, je me dis que je dois faire un mélange entre les deux. Alors, je ne sais plus
si il y a une explication, mais je crois qu'il y a une explication dans le passage que j'ai passé en intro, mais qui dit exactement la temporalité par rapport aux Daleks. Les 2 Daleks, donc qui ne sont pas reconnus, les 2 ou 3 Daleks, ils viennent de quand ? Je ne sais plus si. Bah non, ils viennent de l'espace. Merci. Non. Donc ils viennent de quelle époque ? Merci Pop. Ils viennent pas de Calais non plus. Hein. Ah, je suis fan. Donc, de quelle époque viennent-ils ? Parce que au final, je sais plus si on a cette précision. Est-ce que c'est des Daleks qui viennent de justement l'époque de Tennant où il les a, où il y a eu le fameux génocide et où il y en a 2-3 encore qui s'en sont sortis et donc ont réussi à se barrer, ou est-ce qu'ils viennent d'un autre moment ? Moi, c'est ça en fait que je suis incapable de redire. Et du coup, c'est. Bah, j'ai une réponse, moi. Eh ben, vas-y, nous t'écoutons. Timey, wimey, weebly, woobly, stuff. Donc, du coup, si on avait une vraie réponse, ça permettrait de répondre à Pandora, parce que du coup, si effectivement, c'en est 2 qui sont partis, bah, ils ont juste voyagé dans le temps pour revenir dans le passé, et puis voilà. Si ce n'est pas le cas, bah, on sait pas quoi en fait. Voilà. Mais parce que du coup, Amy, elle serait censée se rappeler les avoir vus parce que justement, ils font partie de l'histoire. Du futur. Parce que Amy, elle est censée les avoir vus début des années 2000. Oui, on se souvient dans Water of Mars. Mais là, ça se passe en 45. Oui. Dans Water of Mars, on se souvient que par exemple, Adélaïde, la capitaine de mission, elle avait vu les Daleks quand ils avaient commencé, quand ils avaient envahi la Terre. Oui. Les terres qui avaient été. Voilà. Et donc, du coup, de ce moment-là, Amy est censée s'en souvenir, en fait. Le docteur parle à Amy de l'invasion des Daleks ayant eu lieu sur Terre lors du double épisode La Terre volée, la fin du voyage, et s'inquiète du fait qu'elle ne s'en souvienne pas. Bah oui, c'est de ça qu'on parle. Non, mais j'essaye de voir si ils disent. Ne fais pas des recherches sur Wikipédia. Hein. T'es la seule qui t'ait pas fait spoiler, alors ne fais pas de bêtises. Hein. Attention. Ouais, ils disent pas sur Wikipédia, c'est nul. Ferme Wikipédia. Franchement, Eden, ça vaut vraiment le coup que tu te fasses pas spoiler, crois-moi. Ah non, mais je suis juste sur la fiche de l'épisode. Oui. Oui, bah Bob était juste sur la fiche d'Amy. Ouais, vraiment, tu devrais arrêter. Pose cet ordinateur. En fait, si t'arrêtes pas, je me casse de ce podcast. Ah bah décidément. J'ai fermé la page. Hein. Tout est motif à se casser de ce podcast. Hein. Ah, je me suis fait une engelure au doigt. Faut que je parte de ce podcast. Je suis un peu déçu de moi-même parce que en écoutant l'avis de Pandora, il y avait encore une fissure dans l'épisode. Non. J'ai posé la même question. J'ai mis dans mes notes, j'ai dit Bob, j'espère que cette fois-ci t'as pas raté la fissure parce qu'on peut difficilement faire plus clair. Bah écoute, attends, mais je n'y ai pas prêté attention. Pourtant, après je mangeais devant, donc c'est peut-être à un moment donné où je regardais. T'es allé jusqu'à la fin de l'épisode ? Ah mais oui, j'ai même regardé le teasing de l'épisode suivant, donc. Oh bah non. Gros plan quoi. Bah j'ai pas, ça m'a pas tilté sur le moment. C'est pas possible. Tu regardes des épisodes où ils ont enlevé la fissure. Eden, je suis pas le seul à ne pas l'avoir vu. Ça fait 3 fois que je dis que moi aussi je l'ai pas vu. C'est vrai. Voilà. Voilà, attendez, je vais. Moi je quitte ce podcast parce qu'ils ont pas vu la fissure. Au moment où le TARDIS se dématérialise à la fin de l'épisode, on voit qu'en fait, métamorphose. on voit que la fissure en fait est juste derrière. Donc là, je vous le montre parce qu'on voit à travers le TARDIS, mais sinon on voit que une fois le TARDIS disparu, on la voit bien. Elle est en plein milieu de l'écran. Ouais. Je crois même qu'ils font un zoom dessus. Oui. Oui. Donc voilà. Ah, ça m'a pas percute, vraiment. Bah ouais, pareil que toi, Eden. Vraiment, je sais pas. Après, est-ce que vous y faites attention parce que vous avez l'habitude ? Alors, de là à se rappeler où elles sont à chaque fois, non. Non. Bon. Voilà, du coup, oui. Bah, tu voulais continuer sur la vie de Pandora ? Oui, j'allais vous demander si vous aviez d'autres choses à ajouter sur la vie de Pandora. Je voulais juste revenir très rapidement sur ce qu'elle a dit au sujet des couleurs, puisqu'on a une petite anecdote à ce sujet-là.
Du coup, dans cet épisode, eh bien oui, les couleurs signifient quelque chose. C'est par rapport à un titre. Donc en fait, orange, c'est pour le Dalek scientifique. Le bleu, c'est pour les Daleks stratèges. Le rouge est pour les Daleks drones. Le jaune pour le Dalek éternel. Et le blanc pour le Dalek suprême. Et dans l'épisode Doctor Who Confidential de cet épisode, Moffat et Gatiss ont tous les deux admis avoir donné le titre de Dalek éternel sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. Voilà. Dalek drone et non pas Dalek drôle. Non, oui. drone. Ça aurait pu être un Dalek ciré jaune pour Dalek sec. Ou pour Dalek touriste parisien en Bretagne, à savoir. Oh non, Bob. Dalek touriste parisien en Bretagne, s'il te plaît. N'insulte pas les Bretons. Ok, pardon. Nous, on n'a pas de ciré jaune, nous. Putain, je pensais grave avoir marqué des points avec les Bretons, et en fait, non, du coup. Râpé. Alors, moi, je vais être le premier à en parler, mais moi, j'ai fait la comparaison avec les maisons de Poudlard, et il n'y avait pas de verre. Voilà. Du coup... Voilà, un beau commentaire de Gryffondor. Allez. C'est bien parce que c'est vous. Ouais. Ouais, le retour. Ouais. En fait, les bingos, c'est comme les Daleks, on sait qu'ils vont revenir à chaque fois. Ouais, mais sauf que le bingo, on l'aime, alors que les Daleks, moyen. C'est ça qui est bon. Alors, donc, par quoi est-ce que vous voulez commencer ? Attends, je voudrais rajouter une référence sur les quelques-unes qu'a citées Pandora. Ouais. Moi, il m'a semblé très clairement avoir vu des références à Star Wars, notamment la scène avec le vaisseau qui bombarde et la scène où ils sont en accélération maximale dans le ciel. Ouais, j'ai eu aussi, j'y ai pensé. Bah, même moi, je les ai vus, alors c'est pour vous dire à quel point c'était gros. Hein. Mais c'est la deuxième fois, parce que du coup, déjà sur le précédent épisode, il y avait des allusions à Star Wars un peu. Tout à fait. Bon, du coup, je dirais pas que vous avez piqué une anecdote, mais vous avez piqué une anecdote. Ah bah merde, justement. Non, mais non. J'espère qu'il y a des anecdotes là-dessus. Bah, j'ai pas grand-chose, juste que ce que t'as dit, que les deux scènes, la scène du Spitfire attaquant le vaisseau Dalek et celle de la fuite des Daleks, c'est deux clins d'œil à Star Wars. Mais il y a pas plus de, j'ai pas plus de précision, juste que c'est des clins d'œil quoi. Bon, on l'avait vu, je crois, dans l'épisode. Ok. Dans l'épisode précédent, il y en a un des deux qui est ultra fan. Moffat, Gatiss. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, oui, même parce que devant l'épisode, même moi, sans être un grand fan de Star Wars, la position, même limite la position de la caméra, de la manière dont c'est filmé, t'as l'impression que c'est des scènes de Star Wars. Il avait tout pour me plaire cet épisode. Du Dalek, du Star Wars. Mais du coup, au précédent enregistrement, t'avais commencé l'épisode et c'était bien parti. Du coup, ça t'a un peu... finalement, c'est retombé. Bah, j'étais bien parti. Oui, parce que ce qui m'avait plu, c'était vraiment le côté historique avec Churchill et compagnie. Et quand j'avais regardé, je crois, 15 ou 20 minutes, ils étaient encore en mode asservi. Et du moment où ils ont repris le dessus et qu'ils sont repartis dans leur vieux dessin, je me suis dit, vraiment, ça m'a saoulé. Le soufflet est retombé. Parce que c'est du vu et du revu. Ouais, c'est ça. Et au final, toute la hype qu'il y avait eu au début, ça c'est un peu retombé. Et heureusement, à la fin, je le spoil pas parce que ça fait partie de mes scènes marquantes, il y a eu un petit truc que j'attendais et j'étais trop content de l'avoir. Ah, on a hâte de savoir ce que c'est du coup. Alors, du coup, par quoi on peut commencer ? Parce qu'il y a tellement de sujets sur lesquels on peut parler. On peut parler du côté historique, donc avec Churchill. On peut parler de Dalek. On peut parler... Alors, je vais peut-être commencer, moi, par un parallèle que j'ai souvent tendance à faire et que je trouve assez, entre guillemets, marrant du fait que les Daleks combattent les nazis, alors qu'en gros, il me semble que c'est clairement une référence au nazisme, les Daleks, quoi. Oui. En fait, Oui. Ça fait un peu les nazis qui combattent les nazis. Bah, du coup, c'était... Pour aller dans le sens de ce que tu allais dire, c'était une anecdote qu'Adèle décidément avait sélectionné que jamais là quand Gatiss... on a besoin d'elle. Quand on a besoin d'Adèle.
que Gatiss a noté que les Daleks appartenaient à la Seconde Guerre mondiale parce que leur mission c'était de détruire tout ce qui n'était pas Dalek et qu'en fait c'était un concept très nazi pour le coup. Et le créateur des Daleks, Terry Nation, il avait grandi pendant la Seconde Guerre mondiale et il a consciemment basé les Daleks sur les nazis. D'accord. Ah bah donc voilà. clairement oui, les Daleks Et donc du coup, ont trouvé leur épisode. Ouais, bah du coup c'est marrant qu'ils se retrouvent à combattre les nazis au début quoi. Parce que après au contraire, vu que du coup ils les ont aidés, vu qu'ils ont ils ont foutu l'électricité pour que Londres soit bien vu et tout. Enfin bref, c'est ça qui est drôle d'ailleurs parce qu'au final, ils les conduisent à sauter parce qu'en fait ils sont juste contre les humains, mais ils les poussent à s'auto-détruire tous, enfin à s'entretuer puisque, enfin voilà. Après, c'est en même temps, bon, à chaque fois je me moque quand vous piquez les anecdotes, mais c'est bien, ça veut dire que c'est des petits éléments de l'épisode et qui sont quand même remarqués. Bah oui. Mais je ragerai quand même, hein, mais je dis que c'est cool là parce que je suis de bonne composition ce soir, alors je dis que c'est cool. Ah, profitons-en pour lui piquer ses anecdotes, il est de bonne humeur. Eh ben, il en reste encore une que tu peux me piquer. Je sais plus si on l'avait déjà dit en plus que si on avait déjà fait un peu ce parallèle sur. Il me semble que oui. Sur l'épisode de la saison 1. Ouais, ça me parle aussi. Non. Ah, qu'on avait déjà fait. Ah, peut-être. Bah, on n'avait pas sorti ces anecdotes la première fois qu'on a vu les Daleks ou la deuxième fois. Je sais plus. Je sais plus du tout, j'avoue. Oui, non, je parlais d'un autre parallèle, mais du coup, ça le fait peut-être un petit peu trop tôt. Du coup, est-ce que vous avez compris dans mon intro de quel épisode je parlais en termes de comparaison? Oui. Et du coup, est-ce qu'on est... Non, attends, non, du coup, je suis pas sûr. Ah, t'es pas sûr? Si, je l'ai. Tu parles du spoil ou pas? Non, du tout. Bah, je l'ai pas alors. Bah, l'épisode avec l'écrivain avec, j'allais dire Darwin. Non, c'est pas Darwin. C'est... Merde. Non, pas Shakespeare. L'épisode 3, saison Dis-le. 1. Bingo. Ouais. Yes. De toute façon, c'était sûr que sur cet épisode, ça allait revenir le bingo. Oui, du coup, en fait, oui, avec Dickens. Ouais, voilà, merci. J'avais déjà oublié son nom. Et du coup, bah oui, parce que c'est le 3e épisode de la saison, ça se passe dans le passé, et il est écrit par Mark Gatiss, et il y a un personnage historique. Bref, tout pour nous rappeler l'épisode 3 de la saison 1. Mais du coup, est-ce qu'il est quand même... on est quand même plus dans un épisode un peu mieux quand même. Ah oui. Après, moi, j'avoue que je reconnais que j'ai beaucoup de mal à le défendre, cet épisode. Ça a été horrible pour moi de le revoir. Je suis pas... Ah ouais? Alors, en vrai, je pense que c'est un super épisode à découvrir, mais pas à revoir. Parce que tu sais comment ça va se terminer? Comment ça va se faire? Ouais, je pense que c'est ça. Parce qu'une fois que tu as vu... déjà, effectivement, comme le disait Bob, c'est super sympa, je trouve, on va dire, le changement qu'il y a au début. Le twist. Oui, voilà, le fait que les Daleks... Enfin, c'est juste hilarant d'entendre un Dalek dire « Voulez-vous une tasse de thé ?» Enfin, voilà, quoi. Rien que ça, moi, je trouve ça génial. Et après... Par contre, à partir du moment où tu sais comment que ça vrille, tu te dis que forcément... Et donc, du coup, ouais, moi, j'avoue que j'ai pas eu forcément de plaisir à revoir l'épisode, en fait. Ah ouais. Ah ouais, pourtant il est pas parmi les épisodes préférés des personnes, celui-là? Ou je me trompe peut-être d'épisode? Je sais pas. Non, Pas spécialement, au vu des... Au vu des sondages? Oui, des anecdotes et tout ça, en tout cas. Ok, Généralement, quand un épisode a vraiment super bien marché, que les fans l'aiment beaucoup, tu le retrouves sur tous les sites sur lesquels on va regarder les anecdotes, et là, pour le coup, il y avait vraiment pas grand-chose. Non, mais je dois confondre avec un autre épisode historique, alors. Je suis en train de regarder, justement. Ok... Bah non, du coup. Non. Donc, c'est bien ce que je disais en début, du coup, bien, mais peut me le faire. Ouais, non, mais je pense que... Enfin, voilà, et puis, bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté rigolo sur les Daleks. Les Daleks colorés, ils sont beaux. Mais du coup, je trouve que d'un coup, ça tranche.
On n'est plus. Je sais pas si vous vous souvenez en fait de l'épisode les Daleks à Manhattan ou un truc du genre. Enfin non, je sais plus. Enfin bref. Celui où il se passe, qui se passe pendant la crise de 29, enfin après la crise de 29. Ouais, c'est ça, le double épisode des Daleks avec Martha et Tennant. Et Andrew Garfield. Et avec Andrew Garfield. Ah ouais. L'épisode, en fait, il n'y a pas de contraste violent comme ça, en fait. Il y a les Daleks, mais les Daleks, en fait, je trouve qu'ils se fondent bien dans la masse. Ils font pas clinquants, ils font pas trop modernes, ils font pas vraiment hors de leur époque. C'est ça qui est assez marrant. Alors que là, dans cet épisode-là, en fait, à partir du moment où il est dans le vaisseau, même dit vétuste, en fait, à partir du moment où il y a les nouveaux Daleks qui ressortent, en fait, je trouve que ça tranche et puis ça fait... Bah ouais, je trouve qu'en fait, du coup, on n'y croit plus, quoi. Je me suis fait une petite théorie en regardant l'épisode grâce à l'avis qu'on avait reçu lors du dernier enregistrement de Anthony, si je dis pas de bêtises, qui parlait du Tandis Sonic et des produits dérivés. Et je me suis demandé si c'était pas juste un super moyen de pouvoir vendre 4 nouveaux Daleks. Mais bien sûr que oui. Mais moi je les veux. Ah mais c'est vrai que je crois que j'ai une photo avec où je pose à côté du rouge, moi. J'ai une photo avec des Daleks. Je suis ressorti vivant. C'est vrai. Quand j'ai fait la Doctor Who expérience à Cardiff. Moi aussi j'ai un Dalek, j'ai une photo à côté d'un Dalek et une photo à côté d'un TARDIS. On dit merci my French TARDIS. Non mais c'est... Alors écoute, sur la table de ma cuisine, j'ai une salière et une poêlière, donc j'ai rien à vous enlever. Non mais c'est vrai que c'est... Enfin voilà, moi je trouve que ça tranche et à partir de là, je suis pas fan. Pourtant, en vrai, c'est quelque chose qui est assez impressionnant à Londres. Je trouve le mélange des époques. En fait, justement, comme Londres a pas mal été touché lors de la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a pas mal de bâtiments très anciens qui sont mélangés à des bâtiments très modernes, en fait. Et le mélange des époques, en fait, je trouve qu'il fait super classe. Mais par contre, sur cet épisode-là, je trouve que c'est moche, quoi. Enfin, le moderne des nouveaux Daleks clinquants au kitsch, entre guillemets, un petit peu de l'époque Seconde Guerre mondiale, bah ouais, je trouve que ça tranche un peu trop. Voilà, pas si vous avez des avis là-dessus. J'avoue qu'en fait, j'ai tellement adoré ces nouveaux Daleks, je les ai trouvés trop beaux, que j'ai même pas fait... Enfin, je me suis pas posé de questions, on va dire, je me suis pas demandé est-ce que ça tranche avec l'époque ou quoi que ce soit, j'étais juste fascinée par le nouvel aspect des Daleks. Parce que c'était une découverte de l'épisode, voilà. On verra si un jour tu le revois, ce que t'en penses. Doraline, toi, c'était une redécouverte. Oui, mais comme je l'ai dit dans mon avis, déjà à partir du moment où il commençait à vriller, j'étais plus trop dedans. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que le côté clinquant, tout neuf, tout coloré, ça, c'est vrai que du coup tu te dis, je me rends compte quand tu l'as dit qu'à ce moment-là, je visualisais plus l'épisode, enfin j'étais plus en fait en train de regarder un épisode historique, c'était vraiment comme si t'étais à deux époques différentes en fait. Et ça fait sortir, je trouve que ça m'a fait sortir en tout cas de cet épisode historique. Parce que du coup c'était plus un épisode historique. Parce que tu fais rentrer un truc un peu futuriste dans... c'est parce qu'en fait t'avais vraiment... Alors moi déjà j'ai pas trouvé que le vaisseau faisait un peu... à l'ancienne, au contraire, je trouvais que et les Daleks et leur vaisseau faisaient au contraire très pas très neuf, mais très moderne, futuriste, et que du coup ça faisait vraiment la base de Churchill un peu pas vétuste mais à l'ancienne, et le vaisseau complètement flambant neuf avec les Daleks. Enfin, t'avais vraiment l'impression de pas être dans le même épisode quand tu changeais de scène en fait. Ouais, mais dans Star Wars, au début, il vit dans une maison qui est complètement moche, et au final, après, il va dans l'espace aussi, et l'espace, il fait plus futuriste que la Terre où il habitait, avec son oncle. Les vaisseaux sont un peu plus vétustes dans Star Wars, en tout cas dans les premiers, donc t'as moins ce contraste. Les combinaisons sont un peu plus à l'ancienne, et puis tu vois que c'est de la maquette. C'est du faux. Alors que là, c'est du vrai.
Non, je suis pas de mauvaise foi. Franchement, il n'y aurait pas eu Winston Churchill dans cet épisode, vous auriez trouvé qu'il faisait épisode historique ou pas ? C'était la question que j'allais poser à Mireille. Non, ça aurait... en vrai, si, quand même, parce que tu vois l'épisode avec le premier docteur, non, mais avec Eccleston, quand il rencontre Jack et que c'est la Première Guerre mondiale, je crois. Non, c'est la deuxième ? Ouais, non, c'est déjà la deuxième, il me semble. C'est la deuxième aussi, ouais. Il n'y avait pas de personnage historique, pourtant ça reste un épisode historique parce que ça se passe dans le passé. Mais s'il n'y avait pas eu Winston Churchill, il aurait eu moins de gueule, l'épisode. Parce qu'en fait, moi, mon impression, c'est que on a passé beaucoup de temps avec les Daleks et on va dire des choses qui n'ont rien à voir avec le contexte historique, et au final, assez peu à voir justement le côté historique de la guerre, etc. Parce que là, certes, on était dans un bunker, mais ça faisait quand même très très huis clos, à part 2-3 scènes en extérieur. J'ai trouvé que ça faisait très huis clos. Ouais, tout à fait. C'est aussi pour ça que je disais justement dans l'intro que ça donnait un peu l'impression que le docteur, lui, il était parti dans son coin en laissant Amy dans le sien. Et du coup, en fait, ils étaient un peu chacun dans leur aventure, même si en même temps... Amy et Churchill, ils essayent plus d'aider le docteur, du coup, mais on a vraiment l'impression que c'est un peu chacun sa guerre, en fait. C'est pas qu'une impression, je pense, parce que Churchill, il est tellement occupé à vouloir gagner la Seconde Guerre mondiale, et le docteur, il est tellement obsédé par l'idée de prouver que les Daleks, c'est pas des gentils, en fait, ils ont qu'une idée en tête et exterminer les humains, qu'il a que ça en tête, il pense pas à autre chose. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que c'est quand même son obstination au docteur à combattre les Daleks qui fait qu'il arrive à les réactiver. C'est fou quand on y pense. Mais on oui. est passé à un chouïa de ne plus les voir du tout, ces Daleks. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais fallait bien qu'ils trouvent une excuse pour qu'on les revoie la saison prochaine. Quand même, Churchill s'est fait pigeonner, quoi. Quelle déception. Quel branquignol, tu paries qu'on les revoit pas avant la saison prochaine, Eden ? Oui, je sais pas. Oh, j'espère, hein. Moi, je parie qu'on les revoit avant 4 épisodes. Oh non. 4 ? Oh non. Ah, attends, il y a quoi dans 4 épisodes ? Pourquoi 4 ? Attends, je cherche où on en est dans 4 épisodes. Je sais pas. Alors, soit il s'est spoilé, soit il sait un truc, soit il balance ça comme ça pour voir. Alors, le prochain, c'est un double, puis après, machin, puis après... Oui, du coup, le double, c'est un seul épisode. C'est statistique, on les a 2 fois par saison. De quoi ? Mais non, on les a une fois par saison. Ouais, mais c'est des doubles épisodes à chaque fois. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il dit ça. Je pense que dans 2 épisodes, on a une coupure avec les Cybermen. Et 2 épisodes après, on a encore les Daleks. Il essaye de comprendre la logique Doctor Who. Il essaye de voir s'il y a un espèce de roulement, la régularité. Après, t'as un épisode plat, ventre mou. Eh ben, on verra bien. Est-ce que vous voulez parler de Churchill ? Attends, parce que du coup, je crois que Mireille, elle a pas donné son avis sur ce sujet-là. Je crois pas. Sur justement le contraste des époques, etc. Enfin, si de son côté, ça l'avait un peu perturbé ou pas du tout. Non, pour le coup, c'est pas quelque chose qui m'a perturbée. J'ai vu, en fait, je l'ai pas du tout vu, ce contraste. Je m'en suis pas aperçue. Après, enfin, tout ce que je vais dire dans cet enregistrement-là, ça va être biaisé par le fait que je peux pas blairer les Daleks. Et du coup, ça a vraiment éloigné mon attention de l'épisode. Donc, il y a certainement masse de trucs que j'ai pas remarqué. Dont le contraste là, ou en tout cas qui m'a pas choqué en fait, le contraste entre l'époque et le vaisseau, ça m'a pas chagriné. Et du coup, pendant qu'on est là-dessus, est-ce que ça vous a pas donné... Alors, on verra sur ce que ça devient la suite, par rapport au pari que vient de faire Bob par exemple. Mais du coup, est-ce que ça vous donne pas plutôt l'optimisme de vous dire, comme tu as dit en fait Mireille, comme tu as dit, voilà c'est fait, l'optimisme, du coup toi tu dois l'avoir,
de se dire que bah voilà, au moins maintenant vous allez peut-être être tranquille pour le reste de la saison, et du coup c'est cool d'avoir un showrunner qui finalement ne met pas en avant les Daleks trop facilement entre guillemets, ou en face je sais pas comment je peux le dire. Parce que on peut très bien se dire bah voilà, maintenant que c'est fait, on les aura peut-être pas au final de la saison, et est-ce que bah c'est pas une bonne chose? Mais remarque, je dis ça alors que dans la première saison, il est là dans l'épisode 6, puis après ils reviennent dans les 2 épisodes de la fin de saison. Oh. Bah moi en vrai je me suis dit que c'est pour ça que j'ai mis ce mot-là, c'est que je me suis dit bah cool, s'ils sont dans l'épisode 3, bah c'est bon, c'est plié, on les revoit plus avant la prochaine saison. Ceci étant dit, j'ai pas encore vu le final de la saison, donc je sais pas. Après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est un showrunner qui mette pas du tout les Daleks. Ce serait bien. Ouais, plus un avec Mireille. Ce serait vraiment novateur, en fait. Dans la saison 4, on les avait pas, les Daleks. Bah si, ils sont arrivés à la fin, c'est eux qui ont fait le double dernier épisode. Puisque c'est là qu'on revoit Rose, Jack, tout le monde. Et c'est eux qui ont volé la planète. C'est un spécial. Oui. Non, c'est pas un spécial, c'était le final de la saison 4. Ah ouais. Voilà. J'avais oublié qu'il y avait les Daleks dans cet épisode. Parlons de Churchill, qui s'est quand même bien fait pigeonner du coup. Quelle déception. Bob, tu avais quelque chose à dire sur Churchill? Et ben pour toutes les références historiques un peu connues, le cigare, etc. Il manquait un peu le chapeau là sur cet épisode-là. Mais il y a un élément qui m'a fait mourir de rire, et en même temps qui me l'a rendu tellement sympathique. C'est la scène où il essaye de quémander la clé du TARDIS. Où il la pique même. Une espèce de private joke dans laquelle on nous inclut dedans. J'ai adoré le délire. Même il vole la clé du TARDIS. Oui. Et le docteur Oui, s'était et fait justement, pigeonner lui aussi. Tout à l'heure, quand je disais j'espérais... Ouais, c'est vrai. Quand je disais que j'espérais qu'à la fin ça se reproduise, bah c'était clairement cette scène. Et quand j'ai vu qu'il retentait sa chance, du coup qu'il s'était fait démasquer par Amy, je me suis dit ah le fourbe, mais j'étais tellement content. Amy, comment elle prend la confiance, elle l'appelle Winston quoi. Quelle honte. Franchement, je pensais pas que j'allais pouvoir mal aimer une compagne plus que Rose au début. Ah c'est vrai? Tu l'aimes pas? Je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Eden, Mireille? Bah pour le moment déjà je la préfère à Martha, déjà. Après de toute façon elle ne remplacera jamais Donna. Mais j'attends quand même de voir un petit peu par la suite, mais pour le moment je l'aime bien quand même. C'est peut-être pas ma compagne préférée, mais non je sais pas, je l'aime bien pour le moment. Après à voir comment elle évolue dans les épisodes suivants. Mireille? Je vais faire comme t'as fait dans New TARDIS Experience, c'est-à-dire que vu que j'ai vu les épisodes suivants, je préfère ne pas me prononcer. Ah, c'est malin. Parce qu'effectivement, là, on est vraiment encore sur la découverte du personnage. Donc, du coup, il y a quand même d'autres épisodes où, on va en apprendre, on va continuer à en apprendre sur elle. Et puis voilà. Bon, on ne demande pas Doraline. On sait ce qu'elle en pense. Pierre, toi, je sais plus si tu nous avais déjà dit ce que tu pensais d'Amy. C'était un perso que t'aimais bien ou si c'était neutre? Bah, plus neutre, après... Je pense que c'est... En fait, dans mes souvenirs, quand j'avais regardé la série, je m'étais plus concentré sur le docteur. Parce que on en découvrait ce que je vous avais déjà dit au premier épisode, en fait, c'est qu'on en découvrait un nouveau, qu'on voyait comment il s'adaptait, et je trouvais qu'il prenait suffisamment de place pour que mon regard il reste plus sur lui que sur la compagne. Ce serait pas un 60-40, mais tu sais pas ouais. 60-40, mais je sais pas dans quel sens. C'est un bingo, ça? Je sais plus. Non. D'accord. Je crois pas. Non, après, ça peut. Hein. Je crois que si. Mon premier. On pourra le mettre au pire. Faut vite que ce soit publié.
Du coup, bah, on était à la base quand même, on était sur Winston Churchill. Est-ce que vous avez des choses aussi à ajouter du coup, Eden, Mireille, sur Winston Churchill? Moi, je l'ai bien aimé, ce personnage. Il était marrant avec, comme vous venez de citer, la clé du Tardis, à être sûr. Mais non, les Daleks, c'est bon, t'inquiète. Non, moi, j'ai bien aimé. Alors, forcément, on le connaît un peu par son histoire. Mais c'est vrai que je trouve... Alors, je sais pas s'il était vraiment comme ça, ou si c'est lié à l'acteur, au jeu, au personnage, au rôle, enfin bref, je sais pas. Mais il aspire énormément de sympathie, je trouve, effectivement. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Et il a l'air en plus sympa parce qu'il y a un moment justement où il demande à une soldat pourquoi elle fait la tête et tout. Enfin bref, il a l'air de... Voilà, alors après, est-ce que c'est fictif ou est-ce qu'il était vraiment comme ça? Enfin voilà, en tout cas, ouais, il inspire la sympathie. Mireille? Mireille, Mireille, t'as un avis? Je suis partagée sur Winston Churchill parce que à la fois je trouve que il manque de profondeur pour le personnage historique que c'est. D'un autre côté, je me dis que c'est cool qu'il ait ce petit truc un petit peu léger, un petit peu comique. C'est agréable dans l'épisode. Et encore d'un autre côté, j'ai failli le dire tout à l'heure, je sais plus ce que vous disiez, mais c'est lié un peu au fait que je trouve, à mon sens, qu'il manque un peu de profondeur et qu'il est peut-être un peu trop léger pour l'image qu'on se fait du vrai Winston Churchill. Mais ça m'a fait penser à une petite phrase que j'ai dite lors de l'enregistrement d'un épisode historique au pif, c'est que ça aurait pu être Jean-Jacques, c'est pas au point quand même de Dickens, mais... justement, c'était ça la question que j'allais te poser tout à l'heure, c'était est-ce que pour toi, est-ce que ça vaudrait le coup si c'était Jean-Jacques ou ça reviendrait au même si c'était Jean-Jacques ou quelqu'un d'autre? En fait, j'ai pas la réponse, parce que comme je l'ai dit, il y a vraiment les deux aspects, mais ouais, je l'ai quand même trouvé un peu quelconque dans l'épisode. D'accord. Peut-être pas Jean-Jacques, mais Michel, quoi. Ouais, ou juste Winston, quoi. Pas Winston Churchill, juste Winston. Winston! Ah non, c'est Wilson, pardon. Très bien. Et du coup, je crois que Pierre, il a un Pierre Castor à nous raconter. Pierre Castor. Raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Pierre Castor. Mets tes lunettes et lis-nous tout. On t'écoute. Alors, déjà, prenez bien note que rien que sur le Wikipédia francophone, il y a 6 liens qui dirigent vers des pages mentionnant Winston Churchill. Le premier dans l'ordre chronologique, il est né en 1720. Donc je vous dis déjà, c'est pas lui. Ah oui, il y a autant de pages il y a autant de personnes qui... Il y a autant de pages, voilà, c'est Winston Churchill. D'accord. Le plus récent, c'est le petit-fils de l'ancien Premier ministre britannique qui a eu une carrière politique mais qui n'a pas fait aussi bien que son ancêtre. Et plusieurs sont nés au 19e siècle, dont celui dont nous allons parler aujourd'hui. Alors déjà, pour éviter de faire une émission... Tu t'es pas trompé de page, hein. Tu vas bien nous parler du Premier ministre britannique et pas d'un cultiveur de maïs. Un restaurateur. Un cultivateur. Un agriculteur, un cultivateur, enfin bref, je sais plus. Non, c'est bien le bon, j'ai vérifié plusieurs fois et la photo ressemblait au personnage qu'on a vu dans l'épisode. D'accord, ça va. Et donc déjà, pour éviter de faire une émission de 3 heures juste sur lui, est-ce que vous pouvez me dire des choses sur Winston Churchill? Rien du tout. Oui. Vas-y, Bob. Il a été Premier ministre de Grande-Bretagne. Et il a joué dans un Doctor Who. Non, mais plus sérieusement, il y a un truc qui m'a surpris sur lui. Je sais pas si t'as prévu de le dire ou pas, ou si tu l'as déjà dit dans les dates que t'as annoncées, mais rien que le fait qu'il soit né dans les années 1800, ça m'a sidéré quand je l'ai vu. Ça me paraît tellement loin, en fait, de nous. Et à la fois assez peu quand on y réfléchit. Je me suis fait la même réflexion, c'est que quand j'ai vu les dates au début, donc quand je suis arrivé sur la page, j'ai vu les dates de naissance et je me suis dit ça doit être celui-là, et en fait non, du coup c'était pas les bonnes dates.
Mais franchement, oui, 1800, tu te dis, bon, t'as l'impression que c'est loin, et en même temps, pour qu'il soit Premier ministre du Royaume-Uni dans les années 40, ça me paraît logique au final, mais c'est vrai que de voir qu'il était né au 19e siècle, ça fait quand même... Il a connu les deux guerres. Quand même bizarre. Pour donner un peu de contraste, il est né à peine 40 ans après le décès de Napoléon. Voilà. Wow. Ah ouais, ça fait marrant, c'est vrai. Ça paraît tellement... Avec qui, du coup, il aurait un lien? Ça, j'en parle pas, mais je l'ai lu. Avec qui il aurait un lien, du coup il serait un lointain descendant d'un neveu ou un truc comme ça de Napoléon. Ouais. Alors attends, j'abuse un peu, pardon, on est à plus 60 que 40. Ouais. Je sais pas dans quel sens. 60-40. Je sais pas. Lui-même étant né en 1769, mais c'est incroyable, on pourrait remonter comme ça jusque dans les prémices de l'histoire. Incroyable. Wow. Et du coup, pour donner les dates de naissance et de mort de Winston Churchill, c'est 1874. Ah oui, il est même pas né en 1899, quoi. C'est... Non. Ah ouais, d'accord. Non, vraiment. Et il est mort en 1965. Et il a eu le droit à des funérailles, nationales. 90 ans, du coup, quasiment. Bah ouais. Bah, 91. Et même. donc, il était Premier ministre à 60 ans? Ouais. Il a été Premier ministre de 40 à 45 et à nouveau au début des années 50. D'accord. Ah, il y a eu une pause, entre guillemets? Bah en fait, c'est un des trucs dont je parlais, c'est ce qui m'a un peu surpris, c'est que à la fois quand il a été nommé Premier ministre au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il a été choisi un peu par défaut. Parce que en fait, les principaux partis politiques britanniques n'arrivaient pas à se décider sur est-ce qu'il fallait continuer la guerre ou est-ce qu'il fallait en gros capituler face à l'Allemagne, parce que de toute façon on n'allait pas réussir à les battre. Et lui, il a voulu continuer la guerre et au final, c'est lui qui a été choisi un peu par défaut parce qu'il a porté un peu de consensus apparemment entre les différents partis britanniques. Et c'est du coup le Royaume-Uni était le dernier pays européen à pas avoir capitulé face à l'Allemagne. D'accord. Et à nouveau, du coup, dans les années 50, il a perdu en 45 les élections, alors que tout le monde pensait qu'il allait, comme il avait réussi brillamment les 5 années, et tout le monde pensait qu'il allait être facilement réélu, mais au final, il a perdu. Et 5 ans après, il s'est dit, tiens, si je retentais, et puis il est revenu, et ça a été, pour la petite anecdote, le premier chef de gouvernement d'Elisabeth II, quand elle a succédé à son père qui était décédé en 1952. C'est vrai. Je l'ai vu dans The Crown. Merci pour l'accent. Et vu que t'as vu The Crown, j'allais vous poser une question par rapport à ça. T'as pas eu l'impression que sur la fin de son mandat, dans The Crown, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas une entente méga sympa entre la reine et lui. Ouais, ça avait l'air d'être entre Churchill et Elisabeth. Ouais, ça avait l'air d'être plus entre guillemets cordial, quoi. Enfin, on va dire plus protocolaire. Ouais, ce qui dénote de ce qu'on a pu apprendre ou lire sur internet. Il me semblait qu'ils étaient plutôt proches et un peu admiratifs l'un de l'autre. Ouais, oui, moi aussi. Ouais. Bon, après, ça reste de la fiction. Bah oui, il faut du drama parce que sinon ça marche pas. Hein. Bah oui, qui est Netflix. Hein. Et bon, pour pas parler trop non plus de ça, j'ai vu qu'il a aussi été écrivain, notamment. Pour Harlequin. Honnêtement, ça. Hein? J'ai dit pour Harlequin. Alors, je sais pas si c'est pour Harlequin, mais ce qui m'a un peu scotché, c'est qu'il a eu le prix Nobel de littérature en 1953. Ah ouais? Ah mais carrément, d'accord. Ouais, c'est pas... c'est qu'il devait écrire plutôt pas trop mal. Quoi. C'était sûrement pas du Harlequin, du coup. Hein. C'est pas joli, rigolo. Et comme entre-temps, il devait aussi un peu s'ennuyer, il était aussi peintre.
Mais bah, rien que ça. Monsieur a du temps à perdre. Ah, ça, C'est je ça. me demande si ça, on l'a pas vu, cette particularité dans Dans The Crown ou dans The l'épisode Crown. Voilà, et puis en conclusion, sachez aussi qu'il y a un voilier qui porte son nom et qu'il est aujourd'hui un bateau de croisière de luxe. Waouh. Donc j'ai pas regardé le prix, mais je vous laisse le faire si ça vous intéresse. Il y a un film, il y a un biopic sur lui avec Gary Oldman, je sais pas ce qu'il vaut. Ah ouais? Moi, j'ai vu passer un truc avec Anthony Hopkins. Ça, je crois que c'est une série. Mais décidément. Je crois qu'il y a une série télé. Hopkins en Churchill. Ouais. Oui. Non, les vestiges du jour. C'est Les Heures Sombres avec Gary Oldman. Ouais, j'ai pas l'impression que c'était... que le deuxième était cité... Ah, il y a Brendan Gleeson aussi qui l'a fait dans Into the Storm. Et Michael Gambon. D'accord, donc à la fois Folleuil et Dumbledore. Ok, très bien. Et Sirius Black, du coup. Par contre, Anthony Hopkins, il y est pas. Hein. Ouais, je sais pas si on peut le trouver, ça, quelque part. Bah si, sur la page de Wikipédia de Winston Churchill, tu as cinéma et télévision et ça te met tous les acteurs et les films et séries dans lesquels il a été interprété. Ok, je croyais. Ah, il y a Timothy Spall aussi. Qui l'a fait. Attends, ça c'est... c'est Croutard. Petit gros. Ils ont tous fait Winston Churchill, quoi, là-dedans. Si t'as joué dans Harry Potter et que t'as jamais joué Winston Churchill, t'as raté ta vie. Ah bah David Tennant a raté sa vie, visiblement. Bravo, hein. Tu as osé. Arrête, j'aimerais tellement qu'il vienne David Tennant en convention en France. Je veux trop le rencontrer. J'essaye de faire des pieds et des mains. Bon, bah allez. Est-ce que tu es arrivé au bout de ton Pierre Castor? Le monsieur te Oui, j'ai fini, oui, pardon, excusez-moi. Merci, Désolé. Pierre. Mais je t'en prie, Pierre. Bah, c'était très intéressant, en tout cas, merci. Oui, merci. C'est un régal de t'entendre parler d'histoire. Ouais, puis j'ai pris du plaisir à le faire. Non, c'est gentil. Tu es notre Stéphane Bernanou. Oh, le compliment de je vais aller visiter des églises. Rage quit. Franchement, non mais Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il a la même expression que Stéphane Berg quand on va visiter des châteaux? Excellent. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie de parler sur cet épisode, du coup? On peut parler du docteur, peut-être? Le docteur, Amy. Ouais, tiens, on n'a pas parlé vraiment du docteur et de Amy. Alors parlons du docteur. du coup, plus des personnages au final. Mais ouais. Amy, moi perso, j'y arrive pas, je suis désolé. J'essaye en me disant que c'est le début, que ça fera peut-être comme Rose et tout, mais je sais pas, il y a un truc qui m'agace. Notamment le fait, j'espère que ça va s'arrêter, mais j'ai eu trop l'impression. Merde, elle nous a fait le coup sur l'épisode précédent. Là, elle arrive, le doc essaie de maintenir le mec un peu en éveil, un peu en vie. Et là, elle arrive, boum, elle lui parle d'amour comme si c'était une grande psychanalyste ou quoi. Je sais pas, j'y arrive pas. Désolé de monopoliser la conversation, ça m'a tellement gavé. Mais non, mais tu as le droit. Bah oui. C'était sa scène casting, non? Là, elle était habillée, là. Dans le précédent épisode, elle était restée en chemise de nuit. Là, au moins, elle était habillée. Sérieux, c'était une scène casting ou pas? Enfin, pour vous. Alors, moi, j'ai pas trouvé, en tout cas, de scène casting, mais tout le monde peut en trouver. Hein, donc, si vous en avez trouvé sur cette... Moi, j'ai noté celle-là. C'est vrai, pour toi, ça, c'est une scène casting. C'est bête. Enfin, putain, j'aurais dû l'enregistrer, du coup. J'ai pas passé de passage, c'est vrai. Tiens, dis donc. Mais ouais, non, pour moi, ça en est pas une. Alors après, j'avoue que c'était vraiment un moment où j'ai un peu décroché. Donc, moi, il y a un truc qui me perturbe chez Amy. Je vous le dirai après. Qu'un seul particulièrement, qui me perturbe particulièrement. Mais je vous le dirai après. Eden, t'as des choses à dire sur Amy par rapport à ce que t'as déjà dit tout à l'heure? Est-ce que là, t'as des choses à dire plus précises par rapport à cet épisode-là ou pas? Ou t'as tout dit déjà? Non, pas plus que ça. J'attends vraiment de la connaître un peu plus parce que là, on l'a vu que 3 épisodes. Donc, je trouve que c'est quand même difficile de se donner un avis sur 3 épisodes. Donc, non, à voir. Pour le moment, ça passe bien. À voir si ça continue comme ça ou pas. Ok. Mireille? Encore une fois, j'ai pas envie d'en dire trop sur mon avis c'est vrai, sur Amy, mais par contre, une chose que j'avais notée,
Je sais plus si c'était à l'épisode d'avant ou au premier épisode que j'avais dit que je me méfiais de ce qui allait être construit sur la relation entre le docteur et Amy, parce que j'avais l'impression de voir les prémices d'un Love Interest, et dans cet épisode-là, je me suis fait la réflexion que c'était peut-être pas forcément le cas. Enfin, il y a un moment, je sais plus, elle dit un truc qui est intéressant pour le docteur, et du coup, il lui chope la tête, il lui fait un bisou sur le front, en disant ah t'es génial et tout. Et là où habituellement j'aurais pu me dire chiant, en fait je me suis dit ah c'est mignon, c'est drôle, enfin genre on voit une bonne entente sans forcément qu'il y ait d'arrière-pensée, quoi. Donc j'avais trouvé ça plutôt cool. Leur relation, en tout cas, enfin la dynamique de leur relation sur cet épisode, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Ok. Doraline, Pierre, t'avais des choses à dire ou on passe au docteur? Je viens de faire un énorme non, j'ai pas grand chose à dire sur elle. J'accroche pas, j'arrive. Hein. Je trouve sa façon de jouer. Bah, je trouve qu'en fait, tu vois qu'elle joue, donc pour un acteur, c'est compliqué. Et j'arrive pas à avoir de l'empathie pour elle ou. Ouais, non, j'accroche pas. Pour être méchante en disant que sa nièce jouait mieux qu'elle. Oui. Les enfants jouent bien, hein, généralement, dans les films et les séries. Sa cousine, pardon. Tu penses, Dora, que ça nous fait cette sensation peut-être parce qu'elle passe après une compagne qui était vraiment incroyable? Alors, moi, je pense que je suis influencée par... parce que j'ai vu plus tard. Il y a mieux que Donna? Non, pas du tout. Non, parce que j'ai vu Demi au fil de la saison, en fait. Okay. Donc, du coup, je sais, c'est confirmé que je l'aime pas trop parce que je suis pas en adéquation avec certaines choses. Bref. Après, non, parce qu'elle aurait pu passer après Rose, après Martha, sans qu'il y ait la transition Donna, j'aurais eu le même ressenti vis-à-vis d'elle, en fait. Ok. Bah, j'avoue que vu ce que tu viens de dire, ça me laisse assez peu d'espoir sur le personnage. Après, c'est aussi en fonction de mon caractère, hein. C'est la manière dont tu peux très bien avoir, toi, bien l'apprécier, parce que y a des choses qui vont pas te faire tiquer comme moi, et à contrario, peut-être encore moins l'apprécier parce que tu vas dire alors mais en fait j'aime pas du tout. Enfin, je pense que c'est aussi en fonction du caractère des gens, de la personne quand tu regardes. J'essaye pas de rattraper le truc, hein. Je dis juste que voilà, c'est mon avis. Il y a plein d'autres gens qui l'apprécient, plein d'autres fans qui l'apprécient, j'imagine, mais en tout cas moi je suis pas très, je suis pas fan justement. Aidez-moi, Jérôme. Non, mais écoute, il n'y a pas de souci, on relancera le débat dans 2-3 épisodes. Et juste pour situer un peu son côté un peu psychanalyste et compagnie, enfin psychanalyste de comptoir, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te dérange pas ou qui t'agace? Moi? Ouais, ou tout le monde, hein, plus généralement. Qui m'agace. Ah, parce que justement, je trouve qu'elle juge, balaye devant ta porte avant de juger les gens, et je trouve... Ouais, t'es bisougramme, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, elle ouvre toujours les yeux en grand. Mais vraiment en grand, quoi. Beaucoup trop grand, en fait. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je crois qu'on la voit dans le précédent épisode déjà à un moment le faire. Mais, ça faisait longtemps qu'elle était actrice quand elle a commencé à jouer dans Doctor Who. Bah déjà, elle avait joué dans un épisode de... Elle avait déjà joué dans un épisode de Doctor Who avec David Tennant, donc 2 ans avant déjà quasiment. Donc, ouais, donc elle était déjà dans le milieu, sans forcément être très connue, mais... Comme dirait Adèle, t'as l'impression que son regard va bouffer ton âme, quoi. Je suis tellement fan de l'expression. T'as l'impression qu'elle surjoue, en fait. Bah, je sais pas si c'est surjoué, si c'est mal joué, si c'est un peu... Alors voilà, je viens de vous partager la photo. Là, vous voyez, c'est un moment où elle écoute Winston Churchill. Et en fait, non mais clairement, quoi. Enfin, les yeux grands ouverts comme ça, sans parler, sans rien jouer, c'est vraiment juste... Alors, je sais pas, peut-être qu'elle essaye de jouer la fascination ou la passion ou l'intérêt ou j'en sais rien. Mais enfin, voilà, ça me perturbe quand elle regarde comme ça. Voilà. Je vous ai perdu ? Je sais pas, ça me choque pas plus que ça. Ah. Non. Ouais, je sais pas, c'est vraiment... C'est pas du faciès que t'es en train de faire là?
Non. Bah, il a dit que c'était Adèle qui dirait ça, donc c'est non parce que au final, je trouve que tu vois, justement, sur le chat, toi tu parlais de Nebula, mais par exemple, moi je l'ai vu pour ceux qui ont vu le film, elle est aussi dans les 2 derniers Jumanji, et je trouve qu'elle joue clairement mieux maintenant, forcément, si elle faisait un peu, entre guillemets, ses armes sur Doctor Who, etc. Enfin bref. Et du coup, ça me perturbe parce que je la vois pas. En fait, je trouve qu'il y a vraiment ces petits moments où elle ouvre grand les yeux. Je pense qu'elle elle a vraiment donné ça à son personnage, en fait. Je sais pas si c'est un côté peut-être pour refaire revenir l'enfant un petit peu que le docteur, entre guillemets, a connu, voilà, qu'elle a pas grandi parce qu'elle connaissait pas le docteur ou un truc du genre, je sais pas. Enfin bref, voilà, dans tous les cas, si vous voulez revoir à peu près ce passage-là, moi c'est vers 25 minutes 30, où clairement il y a ce moment où, voilà, pendant plusieurs secondes, elle reste avec les yeux grands ouverts, et quoi qu'elle bouge, enfin bref, moi ça me perturbe. Voilà, j'avoue que je suis sûr qu'il y a un passage, je sais plus quand, où elle le fait dans l'épisode précédent, et vraiment c'est un peu perturbant, voilà. Donc, on continue. Je sais pas ce que ça va donner là au montage, ce petit passage là, mais c'est pas grave. On peut parler du docteur maintenant, puisqu'on continue de faire sa connaissance un petit peu, je trouve, à Matt Smith, enfin au docteur de Matt Smith. Et l'obsession du docteur pour les Daleks. Le docteur de Matt Smith, je l'avais beaucoup critiqué sur l'épisode pilote. Et en fait, j'ai l'impression d'adhérer de plus en plus. C'était une bonne surprise, en fait, sur cet épisode. Et même sur l'épisode passé. Parce que sur le premier épisode, il était peut-être trop... Tu disais peut-être trop foufou, enfin trop... Ouais, non, trop disjoncté un peu. Ouais. Donc là, forcément, on voit non, plus un... Dijon. Oh là 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 là. Et donc, là, effectivement, on voit plus un docteur presque torturé, quoi. Enfin, torturé, Enfin, voilà, ouais. quoi. Plus réfléchi. Enfin, en fait, ce qui me dérangeait beaucoup dans l'épisode pilote, c'était son côté sautillant de partout. C'est ce que j'avais dit, d'ailleurs. Et il m'a semblé que ça s'était vachement corrigé sur l'épisode passé et c'était quasiment pas existant sur cet épisode-là. Donc, j'espère qu'on va vraiment continuer comme ça. Eden. Du coup, oui, il était sautillant parce que c'était la nouveauté, c'était découvrir lui aussi, corps, etc. Il était tout excité autant que nous de se découvrir. Voilà. Et du coup, dans ces 2 épisodes, c'est vrai qu'il est plus calme. Donc, ouais, ça fait plaisir. Mais en vrai, voilà, j'aime bien Matt Smith, en vrai. Je pense que il détrônera jamais Davidou. Mais pour le moment, ça reste un docteur correct et je suis assez curieuse de voir la suite, de le voir dans d'autres situations, de le voir d'autres palettes d'émotions. Donc non, j'ai hâte. Mireille. Figure-toi que je viens de trouver un point positif au Dalek en réfléchissant à cette question. C'est que les épisodes... Je me casse de ce podcast. Non, attends, Bob, attends. C'est que leur présence, je trouve, dans les histoires permet de faire ressortir le potentiel dramatique de l'acteur qui joue le docteur. Que ce soit Tennant, que ce soit Eccleston, que ce soit Matt Smith. C'est loin d'être suffisant pour me faire aimer les Daleks. Mais je trouve que ça a cet effet-là quand même, et ça se vérifie avec Matt Smith, où dans cet épisode-là, il est plus sérieux, il est plus... profond, j'ai envie de dire, et du coup ça permet de développer, enfin de voir un peu l'éventail de ce qu'il peut proposer. Mais je suis trop déçu de ton analyse, Mireille, franchement je suis désolé. Pourquoi Parce que, enfin, j'arrive même pas à comprendre les points positifs que vous pouvez, ne serait-ce que caresser du bout des doigts sur les Daleks. Non, mais, point positif, enfin... Tout est relatif, hein. Bah ouais, c'est pas une qualité que je viens d'énoncer non plus, hein. C'est juste qu'ils sont tellement chiants
que ça permet au docteur d'être énervé et que c'est cool. Alors c'est pas vraiment un point positif. Hein. Ah là là. Très bien. On n'aura pas passé d'extrait, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez aborder sur l'épisode ? Non ? On a bien balayé quand même. Ok. Est-ce que vous avez des éléments marquants ? Bob. Ah bah oui, la scène du quémandage de clés, puis après du volage de clés à la fin. J'ai adoré en fait. Eden. Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans l'épisode, c'est vraiment la scène où on découvre les Daleks 2.0. Ça m'a tellement fasciné que voilà. Oui, c'est vrai que, bon, même j'ai pas été très sympa avec cette scène-là, mais c'est vrai qu'elle est la musique, etc., je l'ai trouvé quand même assez bien réalisée pour le coup. On va dire la fluidité de l'arrivée des Daleks, c'était une belle chorégraphie. Mireille. J'ai pas d'éléments marquants sur cet épisode pour le coup. Très bien. Doraline. Oui. Alors déjà, je l'attendais depuis très 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 longtemps parce qu'il y a cette fameuse petite phrase de « Voulez-vous une tasse de thé ?» qui me fait mourir de rire. Anecdote personnelle. Quand on a regardé cet épisode ensemble, elle me l'a ressorti pendant des mois. Et j'avais tellement hâte qu'on en arrive à cet épisode qu'Adèle s'est rendue compte que j'avais parlé de cette fameuse tasse de thé il y a à peu près 2 ans. Dans le channel il y a même 3 ans. Il y a 3 ans même. Il y a 3 ans. C'était vraiment au lancement du podcast où tu as dit « J'ai hâte qu'on arrive à cet épisode-là ». Juste pour une phrase, hein, parce qu'au final, mon avis sur l'épisode est très mitigé, mais ça me fait mourir de rire à chaque fois. Juste pour voir le Dalek vous proposer une tasse de thé. Parce que tu t'y attends pas, en fait. Quoi. C'est vrai. Tellement pas. Pierre. Moi, j'ai pas forcément de scène marquante, mais je me rends compte du coup que j'ai pas forcément expliqué mon mot biscuit. Ah oui, c'est vrai. Alors du coup, tu disais que t'avais compris. Qu'est-ce que t'avais compris ? Bah je sais pas, je me suis dit que biscuit c'était par rapport au moment où il tend son biscuit pour dire je suis un peu sous lait quand il fait croire que c'est l'autodestruction du TARDIS. C'est ça. Voilà, c'est vrai qu'il est marrant. Le petit biscuit à la fraise. Du coup, j'aime beaucoup là. cette scène-là, donc... C'est vrai. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'est-ce qu'ils sont vulgaires. Alors je sais pas si c'est un fait historique. Oui. Je pense que c'est je suppose que c'est un fait historique, mais en fait, il y a 2 passages qui m'ont marqué et du coup, je vais les passer. Je vous laisse écouter. Témoignage validé. Leur plan était d'obtenir mon témoignage. Pas d'autoflagellation. Vous aviez raison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Laissez-moi deviner. On les pourchasse ? Je les pourchasse et toi, tu vas rester ici. Donc, si j'ai bien compris, vous allez me laisser ici, dans un QG militaire en plein blitz. Ici, tu es à l'abri. Bon, et maintenant, on fait quoi, Winston ? On ne change pas nos habitudes. Précisez ? On emmerde les frites. Donc ce passage-là et... Je vous remercie, Seigneur. Je t'emmerde, Adolphe. Voilà, c'est ce passage-là. Et du coup, en fait, ça m'a vachement marqué ces 2 passages-là parce que je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils sont vulgaires quand même. Et je me demandais si ça avait une... Enfin, s'il y avait vraiment... En gros, s'il y avait quelque chose d'historique là-dessus pour que ce soit autant dit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Que ce soit une vraie phrase qu'il ait dit ? Ouais, non, mais une vraie... Oui, du fait que, bah, limite, que c'était un peu le slogan de l'époque, quoi. De dire on les emmerde. Je sais pas. Alors, je pense qu'ils avaient suffisamment de colère pour pouvoir dire ce genre de phrase. Oui, non, mais clairement. Mais je me demandais si, justement, le fait que ce soit vraiment utilisé sur l'épisode aussi franchement,
Voilà, si ça venait du fait que, bah voilà, quoi, que c'était un... Oh, c'est un fait historique. Je sais pas. Alors, pour la petite anecdote, on avait trouvé une fameuse anecdote justement qui disait que dans cet épisode, beaucoup de phrases de Churchill étaient donc qu'il avait réellement dites étaient du coup proposées dans cet épisode. J'ai créé le bingo des phrases les plus connues de Churchill et il fallait qu'on les retrouve dans l'épisode. De toutes les phrases les plus connues en tout cas qu'il ait dites, s'il n'y en a pas une seule dans l'épisode. D'accord. Oh voilà, c'était mon élément marquant. Du coup, avant de passer aux anecdotes, même si c'est un peu une anecdote, mais on va dire que ça peut faire la transition. Le dernier personnage là que vous avez entendu, qui dit je t'emmerde Adolphe, le petit vieux qui est sur le toit à demander à tout prix à ce que les lumières soient éteintes. Adèle avait déclaré que c'était son personnage tertiaire de l'épisode. Voilà. Elle m'a dit, j'avais juste noté un truc pour cet épisode, le personnage tertiaire, c'est évidemment le vieux soldat râleur. L'acteur s'appelle Colin Procter et il a joué dans le fameux Coronation Street et il a déjà joué dans un épisode de Doctor Who. Saurez-vous deviner lequel ? Oui, La famille de sang. Non ! Dommage. Ouais, l'épisode Tu es ma maman. L'épisode où ils partent dans le passé avec Martha. Où Non Doc plus. oublie tout. Non plus. Je vais essayer de vous le mettre en photo au pire pour que vous voyez. Hop. Non, c'est mais pas très le mec honnêtement, où je disais qu'il ressemblait au barman dans l'attraction Phantom Manor. Non, ça c'était le gars de la famille 200, je crois. Je voulais vraiment être sûr que c'était pas lui du coup. Mais il y ressemble quand même au barman. Bah peut-être, mais non, c'est pas lui. Alors bon après, je pense que vous trouverez 3 saison 1. Non, mais je pense que vous trouverez pas parce que c'est vraiment une petite apparition. Non. Par contre, c'est bien sur la saison 1. C'est dans l'épisode Un jeu interminable. Avec. Oui, je le savais. Fallait le proposer. Alors donc tu sauras évidemment qui est-ce qui joue dedans. Et bien évidemment. Il joue le personnage là, le vieux avec la moustache. Qui est évidemment le chef cuistot de Kronkburger, bien sûr. Bah oui. Donc c'était la petite anecdote d'Adèle et donc son personnage tertiaire. Et du coup, bah, ça fait un peu la transition vers les anecdotes. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On vous écoute. Enfin, s'il vous en reste. Oui, parce que vous m'avez pas piqué la dernière. Ah, ça alors. Ah, quel plaisir. Attends, c'est l'anecdote où vous allez parler de... Vas-y, dis, vas-y. Non, je t'écoute. T'es sûr que t'en as pas Oh, certain. J'ai bien cherché de partout. Du coup, c'est Mark Gatiss, le scénariste de l'épisode, qui avait été chargé par Moffat d'écrire un épisode sur Churchill contre les Daleks. Et Gatiss ne savait pas trop quoi faire avec cette idée, avec ce principe. Mais il s'est enthousiasmé apparemment à l'idée de faire un film de guerre qu'il aimait et d'écrire sa propre histoire autour des Daleks. Et pour ses recherches, il a notamment visité les véritables Cabinet War Rooms et il a lu des journaux et des récits de première main de la guerre. Et oui, parce que figurez-vous que la base secrète de Churchill a réellement existé. Et qu'il est devenu un monument visitable de nos jours. Et ouais, c'est dingue, hein. Probable. Donc pour la petite histoire, en fait, cette base secrète, elle a été créée... Enfin, la décision de la créer a été prise le 31 mai 1938. Et en fait, le but était de créer un quartier général dans les sous-sols de ce qui était anciennement les bureaux du gouvernement de Great George Street. Et elle a été officiellement déclarée opérationnelle le 27 août 1939, donc
au début de la guerre quand même. Et elle a quand même mis, mine de rien, un peu plus d'1 an à être construite, ce qui est énorme. Et elle a été achevée juste au début de la guerre, du coup ? À peu près, oui, puisque c'est 39, donc comme quoi ils avaient du nez, ces Anglais. Ils l'ont senti. Ils avaient flairé le truc. Et du coup, Eden, toi qui as été la visiter. Eh ben, ce que je peux dire, c'est que c'est un monument incroyable, c'est un musée qu'il faut, si vous avez l'occasion d'aller à Londres, visiter, parce qu'il est vraiment hyper intéressant. Et il prend, entre guillemets, pas si longtemps que ça à visiter. Je pense qu'entre 2 heures, à peu près 2h30, il se visite. Et il est vraiment super intéressant, super bien fait. Parce qu'il se compose en 3 parties. Donc, il y a les Cabinet War Room, qui en fait, ça regroupe les pièces diplomatiques. Donc, notamment les salles de réunion et de communication, dont on a pu voir un petit peu des passages dans l'épisode. C'est assez ressemblant, ces salles-là, quand même, j'ai trouvé. Ça a été tourné là-bas, l'épisode ? Ou ils l'ont reconstruit en studio ? J'imagine qu'ils l'ont reconstruit en studio, oui, parce je pense que ça a été fait en studio. Je pense pas qu'ils aient fermé le musée juste pour un tournage, sachant que je pense que le tournage a pris plusieurs jours à être tourné. Ouais. Et qu'ils peuvent pas se permettre de fermer autant de temps un musée qui fait partie, en fait, je vais vous dire ça tout de suite, qui fait partie de ce qu'on appelle l'Imperial War Museum, ou qui comporte aussi 4 autres musées, mais que là, j'ai plus en tête. Donc voilà, c'est quand même, ça fonctionne par de l'argent, donc je pense que s'ils ferment pendant plusieurs jours, ça va être de la perte d'argent pour eux, donc... Du coup, pour continuer, il y a aussi ce qu'ils appellent le Churchill Museum, où en fait, c'est vraiment une partie musée qui retrace la vie de Winston Churchill, donc de sa naissance à sa mort, en passant par du coup les grandes étapes de sa vie, etc. Et c'est hyper intéressant. Bon, j'avoue, j'ai pas tout retenu parce qu'il y avait pas mal d'informations, puisque ça retrace quand même 90 ans de vie, mais c'était vraiment hyper intéressant. Et pour finir, il y a aussi tout ce qu'ils appellent le Undercover Life in Churchill's Bunker. Donc en fait, c'est toute une partie qui retrace la vie à l'intérieur du bunker, puisqu'il n'y avait pas que les salles de réunion, il y avait également tout ce qui est chambre, cuisine, etc. Et je finirai par dire que la visite coûte environ 35 € et que de mon point de vue, franchement, ça les vaut, puisqu'il faut savoir que dans ce tarif, il y a un audio guide aussi très intéressant qui est compris dedans. Voilà, c'était tout. Bon, en vrai, pour tout ce que t'as dit, et en plus un audio guide, ça a l'air plutôt complet. Moi, ça me paraît c'est honnête, c'est honnête. Merci beaucoup, Eden, pour ta participation à cette super anecdote. C'est très intéressant. C'est avec plaisir. Merci à Pierre, Doraline et Adèle de m'avoir proposé de participer. Ah, c'est peut-être pour ça qu'Adèle n'a pas osé venir, elle avait peur du résultat. Très bien, est-ce que vous en avez d'autres des anecdotes ? Oui, il en reste une petite dernière. Alors, elle faisait partie d'un packaging, mais je les ai déjà donnés, mais je donne quand même le nom de la catégorie parce que je l'aime beaucoup. C'est Dalek et tasse de thé. Du coup, c'était une catégorie avec 4 anecdotes, mais il en reste plus qu'une. Du coup, Gatiss s'est inspiré de l'arc The Power of Dalek de 1966. Bien qu'il ne l'ait jamais vu, parce que du coup ça fait partie des épisodes qui ont été perdus. Et dans cet épisode, ils sont décrits comme, donc les Daleks sont décrits comme plus sournois et silencieux, un aspect qui pour lui était plus effrayant que quand ils aboient pour juste donner des ordres. Il a essayé de retranscrire tout ça dans cet épisode. C'est vrai que pendant quelques minutes, on se demande si ils sont un peu douteux. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Votre état d'esprit pour la suite, Bob ? Incroyable, j'étais hypé de ouf en voyant le trailer. En fait, je pense que le méga spoil que j'ai subi sur Wikipédia, je pense que je l'aurais de toute façon compris ou touché du doigt avec le trailer qu'on a vu à la fin de cet épisode. Donc j'ai juste méga hâte de regarder l'épisode. Eden! Alors du coup, c'est vrai que jusqu'à il y a quelques secondes, je me souvenais plus du trailer. Et
Puis un détail m'est revenu, et ce détail, en fait, je me dis, soit ça peut être génial, soit ça peut être décevant. Donc j'ai vraiment hâte de voir, sachant que c'est un double épisode. Oui. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis on se revoit avec mon avis au prochain épisode. Effectivement, c'est un double épisode. Très bien. Et bah du coup, c'est là-dessus que se termine notre émission. Et donc, on se retrouve pour débriefer des 2 prochains épisodes dans lesquels le docteur et Amy rencontrent de vieilles connaissances du docteur. Et amis et ennemis. Bref, comme chaque fin d'épisode, nous remercions nos tipeuses Lily, Rose, Tiffany et Corsetti Lou. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et en partageant notre podcast pour le faire découvrir à de nouvelles personnes. N'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires et avis sur ces mêmes réseaux, comme l'a fait Tilly, ou sur les plateformes d'écoute telles que Spotify, comme plusieurs commencent à le faire régulièrement et ça nous fait très plaisir. Ou sinon, comme Anto et Pandora, nous envoyez vos avis sur les épisodes par mail. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Salut. Ciao. Adios amigos. Salut. Kenavo. Si Tetley a inventé le sachet tire-presse anti-goutte, c'est parce que le thé Tetley est trop précieux pour en perdre la moindre goutte. Voulez-vous une tasse de thé? No, thank you, Margaret. Thé Tetley, anglais par excellence.